le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkoff est en face-à-face avec un autre type de combattant que Greta Thunberg. C'est le moins qu'on puisse dire. Son invité est David Galtier, général d'armée, vice-président métropole ex-Marseille-Provence et auteur de ce livre « Mon combat contre le crime » chez Robert Laffont. Oui, bonjour David Galtier. Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour, très heureux de vous recevoir et je voulais vous dire d'ailleurs que ce livre, je l'ai lu avec passion, je le recommande vraiment, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, je le recommande aux éditeurs de Sud Radio parce que vous parlez un peu de, c'est un peu le miroir qui réfléchit comme disait Cocteau, vous parlez de ces grandes affaires du siècle que vous avez couvert depuis 40 ans, effectivement. Vous êtes général d'armée. Je rappelle, vous êtes promotion de général Lassalle, vous êtes diplômé de Saint-Cyr, vous êtes commandeur de la Légion d'honneur, officier national du mérite. Il y a beaucoup de choses à dire. Et ce que vous avez couvert, effectivement, c'est 40 ans de lutte. Effectivement, vous dites mon combat contre le crime. Et juste, en fait, c'est contre les crimes, parce que Dieu sait si vous avez couvert des affaires très différentes, depuis effectivement l'affaire Grégory, la Vologne, qui ne s'en souvient, jusqu'aux affaires terrorisme, jusqu'aux grands crimes terribles, jusqu'aux affaires politiques, à l'islamisme radical, etc. David Galtier, est-ce qu'il y a pour vous, en tant que gendarme, et gendarme, ça veut bien dire ce que ça veut dire, gendarme, est-ce qu'il y a une ou des lignes rouges, et ce sont lesquelles dans ce combat ? Bonjour, oui, écoutez, merci d'abord de votre présentation de ce livre qui est effectivement mon combat, un combat de 40 années contre le crime ou les crimes ou les grandes affaires criminelles. Et je trouvais que finalement le présent de dire je combats encore le crime me met encore dans cette action que je souhaite mener. Les rouges, c'est comment dire, ces atteintes aux personnes et aux biens que j'ai croisés, que j'ai vu défiler devant mes yeux pendant 40 ans sont de toutes les natures, de la plus petite délinquance jusqu'à la plus effroyable, jusqu'à la plus terrible. Ouais. Et toutes ces affaires, en réalité, ont leur limite, le limite de supportable, et c'est ce qui, finalement, c'est ce que ressent la victime. Et à travers ce livre, je voulais également rendre un hommage aux victimes et à leurs proches, pour leur dire que, finalement, nous tâchons de ne jamais les oublier et de poursuivre ce combat. C'est ce que je me suis efforcé de faire modestement pendant 40 ans. Mais justement, vous montrez à la fois, effectivement, l'importance, l'essentialité de ce combat, parce que si les victimes, c'est toujours pareil, aujourd'hui on a tendance quelquefois, dans certains milieux, de transformer les victimes en bourreaux et les bourreaux en victimes. Vous établissez effectivement la ligne de fracture, je dirais de partage. Mais au fond, vous montrez vous-même que quelquefois, soit avec la justice, soit d'autres, sans que vous les opposiez, bien sûr. Mais le problème, c'est comment se passe, et vous en parlez dans diverses affaires, quand il y a une frustration et qu'on ne pouvait pas aller au bout de la chose parce que prescription, parce que manque de preuves, parce que ceci, parce que cela. Votre métier est à la fois fait de victoire, mais aussi de frustration. Absolument, d'un succès, mais qui nous pousse toujours à aller plus loin, à aller rechercher les moyens de revenir sur des cold cases, par exemple, grâce à la science, grâce au progrès technologique. L'intérêt pour nous et notre motivation qui nous vient de notre volonté de répondre aux besoins des victimes et de leurs proches, c'est de ne jamais lâcher prise et d'essayer d'utiliser les nouvelles technologiles ou les progrès de la science pour justement revenir sur les affaires que nous n'avons pas pu résoudre. Et quand les libertés publiques, quand le législateur ne nous permet pas à un instant donné d'avancer, d'aller plus loin dans nos investigations, eh bien c'est un autre combat que nous menons effectivement en direction des grandes du législateur ou des élus pour les convaincre de notre capacité à aller plus loin, si tout cela est bien sûr encadré par le droit. Et nous le faisons avec beaucoup de force et de conviction, mais il ne faut pas s'y tromper. Ce sont les premières, ce sont les victimes à nous porter, à nous donner
l'envie de nous battre. Oui. Alors justement, vous parlez des victimes, et je voudrais quand même mettre tout de suite, parce que vous avez parlé, la première affaire de votre livre, c'est cette fameuse affaire Grégory, et là vous parlez du temps, vous dites on ne renonce jamais. Ça c'est vrai que quand on se rappelle que cet horrible meurtre a eu lieu en 84, et que encore aujourd'hui, ce n'est pas fini, elle n'est pas close cette affaire Grégory, et on continue, et ça fait des générations qui, vous-même, vous êtes entrés en lice à un moment donné, et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que la Vologne, et tout, avec Christine, Jean-Marie Villemain, toute cette famille incroyable, eh ben c'est pas fini aujourd'hui. On n'a pas le fin mot de l'histoire, quoi. Non, le fin mot de l'histoire, nous ne l'avons pas, mais nous avons un certain nombre d'éléments qui nous font croire que nous sommes proches de la vérité. Et c'est ce que nous devons à Grégory et à ses parents. Et c'est la raison pour laquelle nous n'abandonnons pas, comme d'ailleurs les partis civils, et les premiers, les parents, pour peu que la justice nous y aide. Et j'avais trouvé en la personne à l'époque du procureur général Jean Réblé un allié de haute volée qui était également convaincu, comme le sont aujourd'hui les magistrats qui poursuivent encore cette affaire et nous permettent d'avancer chaque fois que, encore une fois, elle aussi, la science fait des progrès, notamment en matière d'ADN. En 84, lorsque l'affaire éclate, il n'y a pas de possibilité. Lorsque je reprends l'affaire en 2007, nous avons la possibilité de faire l'expertise des scellés avec de l'ADN et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, il y a encore d'autres technologies sur les bandes sonores, sur le micro-ADN, etc. Et donc, je crois que il faudra pouvoir les exploiter. Alors évidemment, c'est long, ça peut coûter un petit peu cher parfois, mais je crois que c'est un effort que nous devons faire. Et ce sont des affaires emblématiques parce que ce sont des affaires qui ont également permis des avancées dans l'organisation de la gendarmerie. Pour peu que l'on ne renonce pas et pour peu que l'on fasse des rétextes, parce que chaque fois un rétexte, c'est un retour sur expérience, car nous avons l'habitude de les faire. Chaque fois que nous nous trompons, que nous n'avons pas su résoudre une affaire, eh bien, il y a un rétexte et par conséquent, une envie, une volonté de progresser. Alors justement, David Galtier, en tant que numéro 2 de Gendarmerie nationale, moi j'aimerais que vous éclairiez à la lanterne des auditeurs de Sud Radio, et pas seulement, je veux dire, tout le monde sait, quel est aujourd'hui, et vraiment faire comprendre, et vous en parlez d'ailleurs dans la Grégory, dans d'autres affaires, il y a quelquefois des rivalités qui peuvent se comprendre, entre justice et entre gendarmerie et police. Au fond, on aimerait que ça soit... Vous êtes tous les deux aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. La gendarmerie dépendait du ministère des Armées et de la Défense. Aujourd'hui, c'est l'Intérieur. Enfin, aujourd'hui, depuis déjà quelques années. Vous en parlez d'ailleurs très bien. Au fond, quelle est la différence, si différence il y a entre effectivement police et gendarmerie? J'aimerais que vous le spécifiez, Très bien. Général Galtier. Avec grand plaisir, Monsieur Berkoff. Nous sommes deux grandes forces, deux grandes institutions qui prennent leurs racines dans l'histoire de France et dans l'organisation administrative de notre pays. Pour une grande démocratie, pour un grand pays, il y a toujours la volonté d'être sur ses deux pieds et jamais sur un. Vous ne trouverez pas dans le monde une seule grande démocratie, un grand pays qui confie la police administrative et judiciaire a une seule grande force. Ce sont donc des forces verticales dans les grands pays d'origine latine, de droit latin, la France, l'Italie, l'Espagne, où on trouve des policiers, des gendarmes, des carabiniers, ou alors une formation fédérale avec des agences nationales et des agences locales. Donc, la police, elle, s'est concentrée sur les grandes entités, les grandes zones urbaines. Ça, c'est l'après-45, c'est l'après-guerre. C'est une volonté de l'État à l'époque de confier aux anciennes polices municipales, du Guet, etc., sur un modèle un peu parisien, ce qui s'est fait dans les grandes villes. Et tout autour, c'est-à-dire la plus grande partie du territoire, la gendarmerie nationale. Et chacun exerce des missions dans ces zones qui sont, pour la sécurité publique du quotidien, des zones dites de police et de gendarmerie. Mais là où ça bouge, c'est que dans la police judiciaire, il n'y a pas de frontière, puisque l'autorité là n'est plus l'administratif, mais le judiciaire, le procureur de la République ou le magistrat instructeur, qui peut s'appuyer indifféremmment sur la police ou la gendarmerie. Car tout ça s'interpénètre. Vous savez très bien que les délinquants, eux, ne connaissent pas les frontières. Et nous avons appris
à travailler ensemble au fil des ans. Ça a mis un peu de temps, je vous l'accorde, mais que voulez-vous ? Avec quelques frottis-frottas dans le ménage. Mais naturellement, le gendarme ouvrait la porte du commissaire qui venait sur le terrain constater et prendre l'enquête dans les années 60, 70. Et aujourd'hui, nous travaillons de concert avec nos outils. Général, on se retrouve tout de suite après les informations et avec les auditeurs de Sud Radio. Un seul numéro pour nous rejoindre, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. De Grégory et de la Vologne, d'Omar Haddad et Guylaine Marchal jusqu'au crime contre l'humanité, Paul Touvier, Aloïs Brunner, en passant par la tuerie de Nice, le massacre du Bataclan. Vous étiez de tous les combats et vous êtes toujours de tous les combats. Général David Galtier, vous en parlez dans ce livre. Et effectivement, ces combats... on se dit au fond c'est le rocher de Sisyphe de Camus, on y va, il faut y aller, il faut se défendre, il faut attraper, etc. Et alors je sais que vous êtes... Je ne cherche pas à vous faire dire qu'il y ait des affrontements, mais quelquefois on a l'impression, et je parle en général, que effectivement la gendarmerie, la police... Ils traquent, ils vont, ils cherchent, ils font tout ce qu'ils peuvent avec justement les technologies que vous en parliez. Et on a l'impression quelquefois, sans les opposer, qu'il y a effectivement la liberté très importante, la présomption d'innocence est fondamentale et essentielle. Mais quelquefois, effectivement, peut-être... il y a des freins, il y a des rétropédalages. Sont-ils vraiment nécessaires à chaque fois? Je voudrais avoir votre expérience là-dessus. Très bien. Écoutez, en praticien, puisque effectivement, 40 années de police judiciaire, c'est pas rien. Et puis être au milieu de l'ensemble de ces affaires criminelles, c'est à la fois une charge, mais une chance aussi d'avoir côtoyé les enquêteurs, les magistrats, qui sont évidemment majoritairement nos alliés, et d'ailleurs l'autorité judiciaire pour conduire et diriger la police judiciaire. Parfois, effectivement, nous rencontrons des difficultés car notre volonté d'aller de l'avant, d'aller toujours à la recherche de la vérité qui doit nous guider, se heurte au droit, se heurte à des limites parfois techniques. J'en veux pour preuve les années que nous avons dû passer à convaincre de faire acter l'ADN de parentalité, c'est-à-dire la recherche dans le fichier national des empreintes génétiques des chromosomes qui ne seraient pas simplement à 100%, mais à 50% pour essayer de trouver un lien de parenté avec un criminel qui serait dans le fichier, mais lié à une parenté, donc pas directement l'auteur, mais en lien avec. Et il a fallu effectivement quelques années pour cela et pour convaincre. Pour les bases de données, par exemple, quand il a fallu se battre sur le lecteur automatique de plaques d'immatriculation, nos amis italiens, nos amis anglais, britanniques avaient 10 ans d'avance et passaient dans les rues et leur lecteur automatique flashait les véhicules parce que ça matchait, parce qu'ils étaient connectés à l'ensemble des fichiers, des bases de données. Et nous, on a pris beaucoup de retard à un moment donné avec ça. Faut le dire, oui, il faut le dire. Oui. Et puis, mais on apprend évidemment de tout ça et au final, on essaie évidemment de rattraper ce retard, mais de le faire en équilibre, parce qu'il est important que le citoyen n'ait pas non plus le sentiment qu'il est privé de ses libertés individuelles. On le voit d'ailleurs aujourd'hui avec la question des drones. Pour nous, gendarmes, policiers, la question des drones, elle est fondamentale dans la recherche du renseignement sur de l'ordre public dans une manifestation. Comment voulez-vous, sans la 3D, la troisième dimension, avoir des informations sur des groupes particulièrement mobiles qui agissent dans tous les sens, se reconnectent, s'éclatent à nouveau. Donc il nous faut cette possibilité, cette capacité. Mais le législateur doit l'encadrer, doit mettre un certain nombre de... on dit que les drones peuvent être attentatoires aux libertés. Effectivement, c'est un équilibre permanent et pas facile, c'est clair. Voilà. Mais Alors, nous aimerions toujours aller plus vite, naturellement. Oui, je comprends. Et il faut faire avec. Et alors justement,
quel est au fond, je ne veux pas vous dire une affaire, vous parlez de beaucoup d'affaires, d'ailleurs, toutes ces affaires qui ont été extrêmement médiatisées, dont on a beaucoup parlé, etc. Je voudrais justement, quand vous parlez des cold cases, en français, ça veut dire les cas froids. Comment vous différenciez un cas froid d'un cas chaud? Quelle est la différence? Un cas chaud, je ne veux pas le jeu de mots. C'est le crime flagrant, c'est là où il faut être percutant dans les 24-48 heures pour retrouver une victime séquestrée, disparue, etc. C'est l'affaire du petit Valentin qui malheureusement a été tué dans l'Ain un été de l'année 2009 et pour lequel il faudra mobiliser des moyens considérable pour retrouver les meurtriers qui se retrouvent à 200, 300, 400 km du lieu et ont disparu, bien naturellement. Ça, c'est un cas flagrant, c'est un crime flagrant. Et puis, il y a ces cas qui ne sont pas oubliés, mais stockés en attendant un élément de preuve supplémentaire, en attendant un témoignage. Et c'est l'affaire, par exemple, des disparus de Lyon. Ça nous a pris 20 ans. 20 ans. Ouais. Racontez-la, Général Galtier, c'est important que... Oui. Cette affaire d'Émile Louis est assez emblématique parce que, finalement, ce sont les médias qui remettent un petit peu l'accent là-dessus. C'est notre ami Jacques Pradel, à l'époque, qui faisait une émission là-dessus. Et les partis civils qui n'ont jamais abandonné, l'association aussi, les avocats. Et un juge d'instruction, qui était M. Lewandowski, qui était convaincu. Et moi, en prenant la tête de la section de recherche de Paris, je me retrouve confronté au suicide, c'est ce que l'on dira, nous, en tant qu'enquêteurs, de l'adjudant Jambert, qui avait été celui qui, le premier, avait rassemblé un certain nombre d'éléments dans un PV de synthèse qu'il avait transmis à la justice pour indiquer que celui qui faisait le lien entre toutes ces disparus était finalement le conducteur de bus, car il avait toujours été le dernier à les voir avant leur disparition. Et je crois beaucoup, moi, à ce que je lis de l'adjudant Jambert, et avec mes enquêteurs, nous nous rendons sur place et nous trouvons un juge convaincu, nous trouvons encore des parents de victimes soucieux de faire avancer cette affaire et cette enquête. Et donc, il fallait un biais, car vous connaissez la prescription, mais là, il y avait des disparitions de personnes, donc la prescription ne jouait pas et nous pouvions encore enquêter. Et grâce à la Cour d'appel de Paris, car Lyon était dans un découpage judiciaire qui nous permettait de faire appel à la Cour de Paris, nous avons pu reprendre l'affaire, de faire saisir à nouveau la juridiction compétente, c'était Lyon, et repartir sur une instruction et enfin déboucher sur cette arrestation qui se fera d'ailleurs après mon départ de la section de recherche de Paris, mais nous le ciblions, d'Émile Louis dans le Var, où il avait encore commis des crimes. Et ce sont mes enquêteurs qui vont aller le chercher, car lui n'a jamais cessé de commettre des crimes, qui n'est d'ailleurs pas toujours impuni. Il avait été condamné sur des agressions, des exhibitions. Mais là, les enquêteurs sont suffisamment malins pour le porter à un certain nombre de déclarations qui vont nous permettre de redécouvrir ces corps, en tout cas deux, dans Lyon, à côté du petit fleuve où il allait à la pêche. Et de là, nous arrivons évidemment à résoudre cette affaire. Il est condamné et il mourra en prison. Voilà. Après, c'est une histoire terrifiante. On se rappelle évidemment de ces disparus de Lyon. Mais justement, alors une question précise et qui, moi, vraiment, je n'ai pas de réponse. Gérard Galtier, alors en tant que chef de la gendarmerie, vous étiez numéro 2. La prescription, franchement, est-ce qu'il ne faut pas en finir avec la prescription? Est-ce que la prescription doit s'appliquer dans tous les cas, dans tous les domaines ou pas? Je voudrais avoir votre avis à la fois d'homme, de citoyen et évidemment de professionnel. Pour les crimes les plus graves, vous savez qu'il y a une imprescriptibilité. C'est le cas pour les crimes contre l'humanité, notamment. Oui, donc, mais uniquement pour eux. Oui. On pourrait l'élargir. Le débat se fait autour du viol par ascendant, autour d'un certain nombre de crimes. Je crois que le débat est ouvert, il faut pouvoir l'élargir et au cas par cas. Mais d'une manière générale, on ne peut pas non plus
je pense, hein, de demander aux policiers, aux gendarmes, aux enquêteurs d'avoir et de suivre des cas pour l'éternité. Ça me paraît quand même un peu compliqué de mobiliser comme ça des forces. Il y a toujours un rapport aussi, ça a un coût. Mais pour les victimes, naturellement, je comprends qu'elles ne puissent pas vouloir abandonner ce type de cas. Mais c'est des problèmes métaphysiques presque, des problèmes existentiels et métaphysiques, enfin moraux. Moraux, qui touchent au sociétal et qui touchent à notre volonté d'aller toujours vers la vérité. Mais je le comprends. Et d'ailleurs, nous sommes mis en ordre de bataille pour justement ne jamais oublier ces cas où il y aurait la possibilité de reprendre à partir d'un indice, à partir de témoignages. Vous citiez tout à l'heure l'affaire Grégory, il y en a d'autres, naturellement. Omar Haddad, c'était aussi tout à fait extraordinaire. Enfin, vous en parlez. Enfin, il y a des histoires extraordinaires avec les mafias aussi. Je vais pas parler de cela, mais... On pourrait parler de ces mafias, les mafias italiennes, mais les mafias de l'Est aussi, qui commettent des préjudices, mais irréparables, incroyables sur nos territoires, avec une organisation que l'on ne soupçonne même pas, ces voleurs dans la loi, les Boris Zakon, dont on parle, et qui viennent de Géorgie, qui viennent d'Arménie, qui viennent de ces anciens pays de l'Est, et qui ont une structure très pyramidale, très encadrée, militaire. On peut dire militaire. Voilà, oui, je crois. Il y a des associations également de malfaiteurs que l'on oublie, mais qui peuvent se nouer pour aller commettre des crimes sur nos territoires, s'organiser par rapport à des vols de fret, vol de cigarettes, vol de parfums, partout où il y a une haute valeur ajoutée à la délinquance. Bien sûr. On se retrouve après ceci, on se retrouve tout de suite. Et on se retrouve avec vous qui nous appelez 0826 300 300. Vous réagissez à tous les sujets. Évidemment, le général d'armée David Galtier reste avec nous et vous pourrez lui poser des questions au 0826 300 300. Mais vous pouvez aussi réagir aux autres sujets. Et cette fameuse phrase rapportée par Bernard Tapie que nous a donnée André Berkoff tout à l'heure, va te faire enculer, ce temps-là est mort. Voilà la phrase des agresseurs de Bernard Tapie. Et puis, vous pouvez donc réagir à cela. Et puis, la décision du Conseil d'État du 2 avril qui dit que même les Français vaccinés sont interdits de déplacement car toujours possiblement porteurs de virus. Jusqu'où ira cette histoire-là? Là aussi, vous pouvez réagir. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Ah oui, alors là, c'est vraiment les Français parlent au français et plus précisément, les Français parlent à l'armée aussi puisque nous sommes toujours avec David Galtier, général d'armée et auteur de Mon combat contre le crime chez Robert Laffont. Et avec vous, évidemment, vous tous qui nous appelez 0826 300 300. C'est aussi le numéro qu'a composé Mickaël qui nous appelle de Paris. Bonjour Mickaël. Oui, bonjour Mickaël. Bonjour André, bonjour à votre invité. Échange très passionnant. Il y a quelque chose qui me gêne et j'aimerais entendre votre invité là-dessus. Donc par rapport à tous les éléments que vous avez abordés, la prescription, les événements, les attentats, la violence qui augmente, et ce que je saisis, c'est qu'il y a une réelle asymétrie, un paradoxe entre tous ces efforts qui sont faits, aussi bien technologiquement, et j'ouvre une parenthèse, j'ai personnellement contribué au niveau des renseignements, aux évolutions technologiques, aux écoutes électromagnétiques, aux empreintes digitales et autres, aux fusions des systèmes d'information, mais il y a quelque chose qui est terrible, et je crois que le général en a parlé, il a dit à un moment, nous sommes en retard et c'est comme ça. Malheureusement, je pense qu'on est en train de courir à une plus grande catastrophe que ce que nous vivons, en termes de violence et en termes de comportement. C'est-à-dire qu'il est apparent aujourd'hui que dans notre société, l'impunité est l'élément qui est en train de survoler comme ça et qui donne droit à n'importe qui de transgresser la loi. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième, c'est qu'il c'est un vecteur de motivation pour certains à être de plus en plus violents. Et là, on trouve que l'État, évidemment, c'est le sentiment qui apparaît, n'a plus d'autorité et que finalement, les violents, tous ceux qui commettent ces violences, des attentats, des islamistes, etc., qui gagnent du terrain, eh bien, ils ont de l'ascendant. Et moi, j'aimerais avoir l'avis du général sur ce qu'il pourrait se passer, sachant qu'aujourd'hui, on fait de la prédiction, on fait plein de choses avec l'intelligence artificielle, mais c'est post-crime. Mais en amont, rien de dissuasif, malgré toutes les bonnes choses qui sont faites. Et j'aimerais vous entendre là-dessus.
Général Galtier, effectivement, j'ajoute que ce qu'a dit Michael, on l'entend beaucoup de nos auditeurs en disant oui, effectivement, mais on sent que l'autorité d'État a tort ou raison, mais c'est pour ça que votre avis est important là. Peut-être se délite pas complètement, mais enfin qu'il y a ce sentiment, il a employé ce mot impunité. Et c'est vrai que c'est un ressenti peut-être qui n'est pas conforme totalement à la réalité, enfin c'est un ressenti quand même qui est très très répandu. Qu'en pensez-vous ? Je peux le comprendre. Et d'ailleurs, simplement, permettez-moi d'apporter une précision, si je peux m'exprimer aussi librement avec vous et avec vos éditeurs, c'est que j'ai cette qualité de général d'armée, mais en deuxième section, qui est une position particulière, c'est-à-dire après avoir servi en activité, je suis aujourd'hui dans une position qui n'est pas tout à fait la retraite, mais qui n'est pas l'activité de service. Tout donc avec un petit peu de recul et la liberté. Mais ça vous donne la liberté, c'est ça. Absolument. Donc le cabinet du ministre de la Défense qui gère les officiers généraux le précise lorsque c'est nécessaire. Donc voilà, pour cette parenthèse. Mais s'agissant de cette impunité, je crois que pour les crimes les plus graves, et lorsque les preuves ont été apportées, il y a une réponse de l'État qui permet d'écarter les criminels et les terroristes les plus dangereux. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui préoccupe davantage encore nos concitoyens, c'est cette délinquance du quotidien, cette délinquance qui part de l'incivilité jusqu'au vol avec violence dans les cambriolages. Vous avez vu ce qui est arrivé aux époux Tapi, par exemple, dont on parlait tout à l'heure. En tant que Marseillais, on ne peut pas être ignorant de ce qui s'est passé et nous sommes tous touchés. D'ailleurs, les visages marqués témoignent de la violence du choc. Mais vous savez, pour répondre à votre auditeur, c'est la période des chauffeurs. Lorsque les chauffeurs des pasturons au 19e siècle allaient chauffer les pieds de nos bourgeois dans les campagnes et mettaient les pieds sur la braise pour les faire avouer où était le trésor caché, eh bien, nous en sommes toujours là. Alors, la société est violente, elle a toujours été, on a eu tendance un peu à l'oublier, mais la délinquance a toujours existé. Alors, il faut évidemment, avec force et avec conviction, lutter contre ces violences, une mobilisation, mais de tous les acteurs. Vous rendriez hommage tout à l'heure aux policiers et aux gendarmes qui luttent. Il y a aussi beaucoup dans la prévention, dans le monde de l'éducation, dans le monde de la réinsertion également. Je suis aujourd'hui en tant qu'élu au contact de ceux qui, depuis les médiateurs jusqu'à ceux qui essaient de réparer, travaillent aussi à lutter contre cette impunité, mais naturellement, nos citoyens ne sont pas satisfaits et on ne peut pas se satisfaire de ce taux de délinquance et de cette criminalité qui s'accroît. Et elle s'accroît justement là où ça fait le plus mal aujourd'hui, dans les violences aux personnes. Et on l'a vu avec les violences intrafamiliales, les coups et blessures volontaires, il y a une progression qu'il faut vraiment endiguer. Je crois pour ma part que la crise d'ailleurs que nous vivons n'est pas complètement étrangère à cette espèce de délinquance un peu débridée. Vous parlez de la crise sanitaire, là. Absolument. Je crois que la crise sanitaire a ajouté à ce sentiment d'impunité parce que, les forces de l'ordre ne pouvant pas être au four, au moulin et sur tous les fronts, il est compliqué de lutter sur l'ensemble de ces délinquances. Et donc il y a, une montée de ces infractions et par conséquent, une insatisfaction de nos concitoyens. C'est une mobilisation générale qu'il faut décréter. On va en parler. Clémence. Oui, justement, vous continuez tous de nous appeler 0826 300 300 et David Galtier, général d'armée, en deuxième section, reste avec nous. Vous êtes aussi nombreux justement à réagir sur l'affaire Tapi, les propos qu'il a rapportés à André Berkoff de ses agresseurs. Alors, on en parle dans quelques instants. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. De retour avec André Berkoff dans tous ses états, le général David Galtier, auteur de Mon combat contre le crime chez Robert Laffont, et vous-même, vous tous qui nous écoutez et qui nous appelez nombreux. Tout de suite, on donne la parole à Safia qui nous appelle de la Courneuve. Bonjour Safia. Oui, bonjour Safia.
Bonjour à vous tous sur le plateau. Merci Berkoff pour qui vous êtes parce que je vous apprécie énormément. Maintenant, je vais rentrer dans le noyau dur du sujet, d'accord? Allez-y, allez-y. Alors, j'étais en train de voir la situation et comme par rapport à ce que le hijacking qu'a subi le couple Taki. Moi, je suis au cœur de la tourmente et je sais que quand j'ai imprimé l'information, je me suis dit, mais moi, dans ma condition de femme qui vit dans les quartiers, quartier de reconquête, quartier sensible, quartier chaud, pardon. Oui, non, je suis d'accord. Je vis la violence de plein fouet parce que j'ai eu encore une installation d'une nurse, etc. J'ai essayé de remettre j'ai le système qui s'est retourné contre moi. J'ai fait de la médiation, les élus, la police, avec les constitutions de l'impunité, elle est acquise, d'accord? Vous voulez dire que l'impunité, c'est-à-dire que les gens qui font, enfin les personnes qui font ça, ils sont pratiquement sûrs de leur impunité. Enfin, ils le sentent comme ça. Monsieur, pardon, André Barkoff, quand moi je vais sortir, si je me fais choper, que j'ai pas d'attestation tout et tout, mais de vivo, hein, je vais avoir mes 135 balles d'amende, alors que les gars qui font leurs conneries, après je vais pas être dans le jugement de valeur sur les individus, mais sur leur métier. Mais je comprends. On va les laisser partir. Le distinguo, il est là. Et donc, par rapport au fait, je me suis dit, quand j'ai appris l'information, en plus, j'étais en train de soutenir mon frère qui a eu son accident. J'étais donc sur Paname, dans son appart. Et quand j'ai eu l'information, parce que moi, je me suis coupé des télés, enfin, les médias mainstream, c'est pas pour moi. Et donc, j'apprenais l'information. J'ai été touchée naturellement parce qu'il est dans l'impasse, parce qu'il a cheminé dans le vie. Bernard Tapie, je connais sa gouaillerie, je sais que c'est un gars du peuple et tout. Mais après, de l'autre côté, je me suis dit, ça a été un électrochoc pour les élites. Dans la mesure où là, on est avec un général d'armée, M. Galtier. Et maintenant, dans cet aspect, tout le monde est atteint. Il n'y a plus personne, même s'ils ont des milices privées, etc. Vous savez pourquoi, M. Berkoff, je pense dans mon analyse? Allez-y. Parce que je pense que des gens qu'on discrédité, qu'on rendu illégal et illégitime le pouvoir, l'autorité, l'ordre, ils ont anéanti. On est dans une figure chaotique. Où est-ce que, excusez-moi du peu, mais les gens qui sont dans la voyoucratie, qui soient entre guillemets en haut ou en bas, ils ont la même figure. Oui, vous voulez dire qu'il y a les voyous d'en bas, il y a les voyous d'en haut, et on touche beaucoup moins aux voyous d'en haut qu'aux voyous d'en bas. Entre autres, mais surtout, moi je les mets ni en haut ni en bas, je les mets au même statut. D'accord. Parce que moi j'ai la droiture, j'ai la probité et j'ai la qualité. Là je rentre en désobéissance civile. Il arrivera ce qu'il arrivera, mais jamais je baisserai la tête face à des méfaits qui sont commis contre mon intégrité. Oui, je comprends très bien. Je comprends très bien. Et vous avez raison de le faire, oui. Je vous souhaite une belle après-midi. Au revoir. Merci à vous. Justement, Général Galtier, il y a ce problème, je voulais vous le poser, parce qu'on va prendre aussi les questions, et ça fait partie, non pas qui fâchent, mais des questions qui vont à rebrousse-poil. Vous savez, beaucoup de gens, et là je parle du ressenti au niveau des gens, il y a quand même quelque chose et quand vous dites, et on sait très bien, encore une fois, il ne s'agit pas de, je déteste une généralisation, il ne s'agit pas de porter l'opprobre sur X ou Y vous êtes, mais vous savez, quand par exemple, hier on a vu sur tous les réseaux sociaux, cette photo d'un couple, d'une famille moyenne qui était sur la plage. Et la plage, vous connaissez, on connaît le sud, etc. Ils étaient en train de boire le petit rosé, etc. Et ils étaient entourés, je ne sais pas si c'était des gendarmes ou des CRS, je ne sais pas, je ne veux pas voir. Mais ils étaient entourés de 5 gendarmes qui leur ont flanqué 400 € d'amende parce qu'ils étaient à 7h15. Alors vous allez me dire, les règles sont les règles. Mais c'est vrai qu'on est un peu choqué de voir que dans certains endroits de la France, dans ce qu'on appelle les territoires perdus ou pas perdus de la République, la police n'entre presque pas et les trafics et autres se font en toute impunité et qu'en général le brave français moyen ou autre qui a envie de justement sur une plage où les règles de santé ne sont pas du tout sanitaires, ne sont plus les mêmes et vous voyez, c'est ressenti comme ça. Alors effectivement on peut se poser des questions, mais j'aimerais avoir votre avis, encore une fois, l'homme, le citoyen et le général de Galtier. Il y a ça qui joue beaucoup, vous savez, on entend beaucoup ça.
Ouais, je comprends. Et c'est légitime. Lorsque moi aussi j'ai vu ces images que vous évoquez, Ouais. en réalité, je pense qu'il s'agissait en plus d'un peloton de surveillance et d'intervention, donc qui était équipé, Oui, pas forcément comme le gendarme de brigade, mais non. il faut savoir Ouais. que ces gendarmes-là, qui à cet instant-là dressaient un procès-verbal chasser le PVE électronique, c'est automatique, Ouais. peuvent dans les 5 minutes qui suivent être appelés parce qu'il s'agit d'un peloton d'intervention sur une affaire grave dans un rayon de l'arrondissement à peu près et intervenir sur un individu capable de commettre les plus graves méfaits. Donc ils sont certes là à l'instant T dans une situation de patrouille, de surveillance générale et donc ils appliquent la règle du moment qui, dans ce moment de crise sanitaire, les fait agir ainsi. Mais je dois vraiment vous dire qu'ils sont aussi en liaison radio avec leur centre opérationnel et dans les 2 minutes qui suivent, s'il y a un cas grave, peuvent intervenir. Non, vous faites bien de le rappeler, évidemment, mais c'est vrai que on se dit, encore une fois, on se dit pourquoi on les envoie sur les plages, parce que voir ces gens surarmés, entourer une petite famille comme ça de gens, on se dit, mais on comprend, vous comprenez ce que cette photo peut avoir de choquant, quoi. Naturellement, et c'est la raison pour laquelle il faut apporter les explications à ce type d'images ou de relations. Je crois qu'il faut toujours prendre ça dans son contexte global. Bien sûr. Ceux qui se trouvaient là à cet instant, 5 minutes après, peuvent interpeller un terroriste armé, dangereux, etc. Ce sont les mêmes gendarmes, car ils couvrent l'ensemble d'un territoire. Oui, il est bon de le rappeler, oui. Oui, je crois. Et plus préoccupant a été cette réflexion de madame, de Safia, qui est dans un quartier de reconquête républicaine, si j'ai comprendre, et qui m'intéresse à double titre. Oui, comme gendarme, mais aussi aujourd'hui comme élu. Comme élu, oui, parce que particulièrement difficile dans le 13e et 14e arrondissement à Marseille. Ce sont les quartiers nord. Et Dieu sait si là aussi, il y a des points de deal à Marseille et des quartiers à reconquérir. Et je pense que c'est l'un des grands chantiers de la République, de pouvoir remettre à plat, de pouvoir intervenir sereinement et de donner satisfaction à nos concitoyens, car je le sais, je les croise au quotidien, ils ne sont pas du tout satisfaits de ce qui se passe dans ces quartiers. Et il faudrait peut-être arrêter, vous savez que l'expression territoire perdu de la République date d'il y a déjà 20 ans. Peut-être qu'il serait temps qu'ils soient moins perdus. En tout cas, ils ne sont pas perdus pour tout le monde, mais bon. Je préfère l'expression reconquête républicaine. Ça correspond davantage à mon sentiment de mener le combat. C'est vrai. Mais voilà, on l'attend et on l'espère, absolument. Allez, Clémence. on va faire un petit tour dans le sud. On donne la parole à Olivier qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Olivier. Oui, Olivier, bonjour. Bonjour. Allô ? Oui, Olivier, on vous écoute. Oui, excusez-moi. Donc, je vous appelais pour quelque chose de particulier. Oui, allez-y. J'ai entendu hier une émission tout à fait inattendue. Allô ? Allô, oui, vous m'entendez ? Oui, mais c'est quoi cette émission inattendue ? Un instant. Allô. Écoutez, Olivier, il ne faut pas que vous restiez trop longtemps comme ça. Le silence, vous savez, à la radio, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Oui, on vous entend. Excusez-moi, donc désolé d'avoir été eu ce problème technique. Non, j'avais simplement vu chez Pujadas hier soir une émission qui m'a tout à fait étonné, où il y avait une étude qui comparait l'ensemble des pays dans lequel il y avait eu la vaccination pour se projeter sur le mois de mai et la mi-mai. Et en fait, ce qui se passait, c'est que la question était la suivante: est-ce qu'on aura vraiment la possibilité de déconfiner ? Et on s'apercevait que l'intégralité des pays qui étaient choisis montrait qu'en même temps qu'on faisait la vaccination et qu'on arrivait à la mi-mai en France, il y avait une augmentation spectaculaire des cas de Covid. Et donc un reconfinement dans ces pays. Et la question qui m'a traversé l'esprit, parce que j'avais cru entendre cela, et je l'avais déjà vu, c'est tout simplement que lorsqu'on a fait des études anciennes sur l'incidence
de l'expectoration des virus lors du cas où on avait la grippe, par exemple, et on était vacciné contre la grippe, on s'apercevait qu'il y avait 5 à 6 fois plus d'expectoration de la grippe lorsqu'on était déjà touché par la grippe sans le savoir et qu'on était vacciné. Et la question que je me suis posée, qui m'a traversé l'esprit, dont je vous fais part, c'est est-ce qu'en vaccinant des gens, est-ce que si ce phénomène existe pour la grippe, est-ce qu'on n'aurait pas la même chose pour les vaccins du Covid? Et est-ce qu'en vaccinant des gens qui sont déjà infectés par le virus sans le savoir dans la période d'incubation, on ne crée pas des super contaminateurs qui seraient responsables du redémarrage de l'épidémie. Alors que normalement, ça aurait dû être le contraire. Oui. Voilà. Non, ça m'a traversé l'esprit. Vous qui connaissez plein de gens qui travaillent sur le sujet, je me suis dit qu'autant vous en faire part. Peut-être que c'est une piste comme une autre. Non, mais bien sûr, c'est une piste. Écoutez, c'est une vaste question, évidemment, auquel je suis incapable de répondre, n'étant ni épidémiologue ni virologue. En revanche, c'est très, très, très controversé. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, regardez, voilà, on a vacciné, vous savez qu'il y a 1 demi-milliard de personnes qui ont été vaccinées de par le monde, grosso modo, mais ça marche très bien, il y a des problèmes de ci, de là, mais ce sont des problèmes très mineurs, d'autres qui disent non, attention, et qui disent comme vous, mais avec d'autres hypothèses, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, thérapie génique et tout. En tout cas, écoutez, je vais suivre ça, je vais demander à quelqu'un, effectivement, mais je crois que les réponses sont aussi variées, ou presque, que les épidémiologues et les spécialistes qui s'en emparent. C'est tout le problème de ce virus, c'est qu'on connaît beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, il y a encore des terra incognita, et malheureusement, c'est très difficile encore de trancher, bien que cela fait plus d'1 an que cette chose nous est arrivée dessus dans le monde. En tout cas, merci de la piste. En tout cas, je peux ajouter quelque chose. J'avais l'impression à Elsie hier, et ça m'a étonné quand même par rapport aux médias mainstream comme ça, d'avoir l'impression d'être dans une émission d'André Berkoff, qui remettait en cause les choses, et je voulais aussi en faire part parce que ça m'a paru très étrange. Voilà. Écoutez, ça veut dire que l'esprit vient aux jeunes filles à un moment donné, on ne sait pas. Non, je plaisante. Je pense, vous savez, que beaucoup de gens à LCI comme ailleurs se posent des questions, et vous savez, je dis toujours et je répète, c'est comme un mantra, que le journalisme et que ce qu'on fait, notre métier, c'est d'avoir question à tout, et c'est pas réponse à tout, personne n'a réponse à tout, mais au moins d'avoir question à tout. Merci. En tout cas, merci beaucoup Olivier. Continuez vous tous de venir nous poser des questions. Justement, ça nous intéresse et ça nous met sur des pistes d'enquête aussi. Alors à tout de suite, on se retrouve. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et le débat et les questions continuent avec vous qui nous appelez tous au 0826 300 300. André Berkoff est toujours là et son invité David Galtier, général d'armée en 2e section et auteur de Mon combat contre le crime chez Robert Laffont. On donne encore la parole à un autre Olivier, mais c'est un autre Olivier qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Olivier. Bonjour André, bonjour mon général. Bonjour. Bonjour. Moi, au niveau de la sécurité, puis on nous demande aux Français d'être confinés, ce qu'on doit respecter, mais on a un président de la République qui est en dessous de tout au niveau régalien, il est indigne de sa fonction. Moi, ce qui me met en colère, c'est par exemple, c'est que ce monsieur qui est le président de la République, qui est Macron, continue à faire rentrer des migrants contre la volonté des Français, et il n'assume pas les conséquences des crimes des migrants. Par exemple, si vous vous rappelez l'affaire de Villeurbanne avec des instruments de barbecue, il n'y aura pas de procès judiciaire. Pour les meurtres, le meurtre du jeune homme, il n'y aura aucun procès. Comment il y aura... Vous êtes sûr de cela quand vous dites qu'il n'y aura aucun procès ? Déclaré inapte psychiatrique. Oui. Irresponsable. Irresponsable. Et le procès de la Somme, où il y a un petit orphelin qui a été laissé pour compte, on ne lui a pas demandé son avis. Et c'est juste deux cas connus. Mais si on comptait le nombre des crimes des migrants, que ce soit des viols dont les infos ne veulent pas parler, en l'occurrence, les meurtres et tout le reste, et on excuse ces gens-là, et la propre sécurité des Français est mise en cause parce qu'on a un président qui est incapable. Il a fait une campagne présidentielle sur l'économique, il n'a jamais fait une campagne sur le régalien. Il se dédouane en faisant des annonces
pseudo-factuel, et derrière, ça ne suit pas. Le laxisme judiciaire, il est là. Et moi, je commence à en avoir marre de ce monsieur qui est la tête de l'État. Je souhaite, et je vais, par respect pour la grande muette, mais je dis au général, je souhaite qu'un général, plus haut que lui, le dégage Macron. J'aspire à ça. Parce que on est dans une France orange mécanique, comme disait Kubrick et monsieur Oberton. Oui, général David Galtier. D'abord une chose, Olivier, juste à titre personnel. Il n'y a pas que les migrants qui commettent des crimes et des crimes. Il y a pas. Enfin, je veux dire, c'est pas une spécialité de X ou Y. Hélas, vous le savez. Mais au-delà de cela, David Galtier, encore une fois, c'est un ressenti quand même très fort de la part d'un certain nombre de Français aujourd'hui, en se posant la question effectivement du régalien. Et c'est vrai que au-delà des sentiments et des discours, on sait bien que chacun essaye de faire au mieux, mais justement, ils ont le sentiment qu'on n'essaye pas de faire au mieux. Et je reviens à ça, parce que vous en avez parlé, vous en parlez dans votre livre, mais encore une fois, sur certaines affaires. Mais on ne peut pas ne pas dire qu'il y a chez certains, dans le domaine de la justice, un certain laxisme. Vous savez, quand on dit il n'y a pas d'insécurité, mais il y a simplement un ressenti d'insécurité, il n'y a pas tellement de violence, mais un ressenti de la violence. Est-ce qu'on ne va pas un peu loin en disant cela, Général Galtier? Oui, moi je crois que ce temps-là est passé. On a aujourd'hui la conviction qu'on n'est pas dans un sentiment d'insécurité, on est dans l'insécurité tout court, et puis il y a des faits qui le montrent, il y a des chiffres qui le montrent. Ouais. Le nombre de victimes d'attentats ces 10 dernières années le montre. La réflexion sur le migrant auteur de crimes n'est pas fausse. Quand vous prenez le nombre de victimes d'attentats par les terroristes sur le sol français ces 15 dernières années le prouve. Bon, donc on va pas dire ce qui n'est pas. En revanche, je crois que la volonté de l'État, quel qu'il soit, et des gouvernements successifs, de lutter contre le terrorisme et les crimes les plus sanglants, est tout à fait. Pensez que la volonté est là, existe. La volonté est là, elle existe. Voilà. Simplement, nous manquons, je crois, cruellement de moyens aujourd'hui, de toute nature, et ce n'est pas une dynamique qui est suffisamment large pour lutter, encore une fois, contre la délinquance. C'est une mobilisation de tous les moyens. Alors, vraiment, j'appelle de mes voeux que le Beauvau de la sécurité, puisque nous sommes en plein Beauvau de la sécurité, débouche sur quelque chose qui soit ambitieux aujourd'hui. Vous voyez, dans le domaine militaire, on a fait des lois de programmation militaire pour voir au loin. On ne peut pas construire un porte-avions avec une loi de programmation qui n'existerait pas, ou avec simplement l'annualité du budget. Il faut sur plusieurs années. Eh bien, la sécurité intérieure, c'est la même chose. Si on veut demain des engins blindés pour protéger les forces de l'ordre et pour entrer dans ces quartiers où on tire la Kalachnikov, il faut des engins blindés. Ça ne se fait pas sur une année. Il faut une loi de programmation. Eh bien, et c'est ce qu'il faut donner. Mais est-ce qu'ils vont la faire, cette loi de programmation, David Galtier? Mais moi, j'y crois. On n'est pas... Il ne faut pas désespérer de Bercy, parce que c'est bien souvent là que ça se passe. Donc je crois que là, l'autorité du chef de l'État, et je crois qu'il en a suffisamment pour convaincre nos financiers de faire ces efforts-là et de voir dans le temps, de préparer l'avenir. Mais il faut se mais Général Galtier, vous ne croyez pas, et sans faire de jeu de mots, si on ne veut pas désespérer de Bercy, est-ce qu'il ne faut pas désespérer Bercy, c'est-à-dire faire vraiment pression? Il y a sûrement des moyens de pression, mais encore faut-il aussi qu'on ait les moyens financiers de le faire. Il faut pour cela que notre économie soit davantage florissante, il faut que les gens se mettre à travailler. Bref, c'est tout un contexte. Je ne vais pas accuser là Bercy en pointant du doigt un ministère. Je dis simplement qu'il faut qu'il puisse aussi comprendre quelles sont les grandes priorités parfois, et que la sécurité en est une. Je n'ai cessé de le répéter pendant 40 ans. Je crois que c'est quelque chose qui transcende un petit peu tous les partis. Et là,
on ressent ce besoin au quotidien des Français, et peut-être encore plus aujourd'hui dans une période de crise sanitaire, où on ne voit pas très bien quel est le bout, comment s'en sortir, comment gérer cette crise, qui est évidemment complexe à gérer. Mais je crois que rassurer les Français, apporter de la sécurité sur le quotidien, au moins, pouvons-nous en tout cas le faire, y travailler davantage. Tout à fait. Clémence ? Alors, on va aller à Albi, dans le sud. On donne la parole à Christian. Bonjour Christian. Oui, bonjour Christian. Oui, bonjour à votre invité, bonjour Clémence. Je vous appelais, je voulais réagir concernant le Conseil d'État et votre invité tout à l'heure, de l'avocate. Oui. Le Conseil d'État, depuis un an, je trouve, ne défend plus le citoyen. Mais ce qui est assez étrange, c'est Olivier Véran qui a transmis, je crois, en mémoire, des arguments, on va dire, pour assurer sa défense au Conseil d'État concernant le vaccin. Je ne sais pas si vous les avez lus, mais moi, ça m'interpelle. Il évoque, je l'ai pris en note, l'efficacité partielle des vaccins contingente du fait des variants. Les vaccinés seraient plus exposés aux formes graves et aux décès en cas d'inefficacité initiale du vaccin ou de réinfection post-vaccinale. La virulence du variant. Le vaccin n'empêche pas la transmission au tiers et l'impact de la vaccination sur propagation du virus n'est pas encore reconnu. Alors, je me dis, de fait, ces arguments qu'il a invoqués pour se défendre, le Conseil d'État lui a donné raison. Ça déconstruit l'argumentation, en quelque sorte. À quel moment il manque devant le Conseil d'État ou au reste de la France le reste du temps? Non, mais c'est vrai qu'Olivier Véran a tenu ses propos et c'est vrai que ça pose question. Vous avez tout à fait. Et je trouve, oui, alors, du coup, le Conseil d'État a rejeté, apparemment la requête a été rejetée plus vite que prévu d'ailleurs, du monsieur qui a demandé, puisque je crois que ça va être... oui, elle a été rejetée il y a 4 jours, là, ça y est. Il y a eu un commentaire, je crois, une publication du Conseil d'État, ce qui est assez rare. Et là aussi, où il y a, dans le complément de ça, le Conseil d'État, en quelque sorte, je me suis mis la note, il a privilégié l'enfermement de la liberté, dans le doute. Et puis, il y a un autre problème qui n'a pas été évoqué, qui n'était pas l'objet principal. Il y a un problème qui a été éludé, c'est la discrimination vaccinale. Pour ce monsieur, après tout, il a bien le droit de demander ce qu'il demandait, mais du coup, si on lui avait accordé parce qu'il était vacciné, ceux qui ne sont pas vaccinés, ils n'auraient pas droit, il n'y a pas d'obligation vaccinale. Il y a une discrimination. C'est tout le problème du passeport vaccinal et de la polémique qu'il y a eu, et de polémique énorme. Non, mais écoutez, ça, de ce point de vue-là, le débat va continuer. Effectivement, le rapport bénéfice-risque, le rapport santé-liberté, c'est au centre d'un débat d'un pays démocratique, et c'est clair. Oui, mais c'est j'ai l'impression qu'il y a un mensonge quelque part, si vous voulez. Soit devant le Conseil d'État, soit dans le reste de la population. Depuis un an. Et juste, vous aviez un intervenant précédent qui évoquait la mission de l'FI, moi je ne l'ai pas vu. Simplement, Israël, je crois, a arrêté de communiquer ces chiffres auprès du site Euromomo, qui est un site national ou international, concernant les malades ou les décès. Ils ont arrêté de communiquer parce qu'apparemment, malgré 60% de vaccinés, les chiffres ne seraient pas formidables. En même temps, tout a rouvert à ce moment. Vous savez, je crois que malheureusement ou heureusement, il faudra attendre encore quelques semaines, voire quelques mois, pour savoir ce qui se passe. Mais vous avez raison, le débat est extrêmement ouvert. Nous, on essaye d'avoir un peu toutes les opinions là-dessus. D'essayer d'apporter, une information. Oui, bien sûr. Vous avez aussi vous connaissez, je crois, très bien les États-Unis. Vous avez vu les États comme le Texas. Absolument, et la Floride. Voilà, et ça chute. Écoutez, espérons en tout cas qu'on s'en sorte le mieux possible et qu'on s'en sorte vivant. Je voudrais revenir au général Galtier, d'abord en le remerciant d'être avec nous et d'avoir apporté certains éclaircissements. Mais je vais vous dire quelque chose, général Galtier. Ce que j'ai découvert, c'est que vous êtes un maître chanteur, au sens le plus physique du terme. Ça n'a rien à voir, effectivement, avec une accusation infamante, mais écoutez. Eh ben, c'est pas Eros Ramazzotti, c'est le général David Galtier. Et franchement, il chante très 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 bien. Et il faut le dire, nous avons, j'ai rien à cacher, un ami commun, René Baldassini, et j'ai entendu David Galtier chanter, et franchement, bravo, général, parce que, franchement, je ne sais pas si c'est une seconde carrière, mais elle est prometteuse. Je pense que je n'aurais pas le temps d'enclencher une carrière de chanteur. En revanche, auteur-compositeur, ça oui. Ah bah oui. Et avec un ami commun, effectivement, nous faisons en sorte de promouvoir un certain nombre de valeurs qui nous sont chères. Et là
en ce moment, par exemple, un titre que vous pouvez découvrir sur YouTube. Tout à fait. Et le Ex-Cathedra aussi. Et le Ex-Cathedra absolument. sur sa vision sur YouTube. Et d'autres de chansons de Noël. Et d'autres encore sur la Provence à venir. Provence qui vous est chère dans le sud. Eh bien, écoutez, vous reviendrez, on fera une émission spécifiquement là-dessus. Ah, avec plaisir. Voilà, vous avez entendu David Galtier, général chanteur de l'armée et auteur de Mon combat contre le crime chez Robert Laffont. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission en podcast sur sudradio.fr et sur YouTube. Et puis évidemment, Sud Radio continue avec Brigitte Lahaye. Attention, sujet grave aujourd'hui, quels sont les plus grands tabous sexuels aujourd'hui? On parle de pédophilie et d'inceste et on évoque tous ces tabous avec le Jean-Luc Letellier, président fondateur de Crédavis, centre de recherche et d'études pour le droit et l'accès à la vie sexuelle. Donc là aussi, évidemment, vous pouvez réagir 0826 300 300. On vous attend. À tout de suite.